Salut à toi, Julie D. Ninek. Non mais waouh, quand même quoi. Tu vas bien? Ça va très bien. Salut à toi, Karine. C'est plus simple, là, t'as vu? Alors, bon, excuse-moi, mais c'est de quelle origine ce joli prénom? C'est d'origine perse. Perse. Ok. Exactement. J'avais jamais entendu, mais en tout cas, tu as vu, j'ai essayé de bien le prononcer. Julie D, tu es CGP, entrepreneur aussi, on le verra. Tu as un parcours assez chouette. Ça faisait longtemps que j'avais pas une nana, donc je suis assez contente de t'avoir. Et en plus, une nana un peu éclectique, j'ai envie de te dire. Comme mon prénom, Ouais, finalement. Ouais, mais on sent qu'il y a quelque chose... je sais pas pourquoi je ressens un peu d'ésotérisme, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, quelque chose d'assez spirituel avec toi, mais bon. Ah, j'adore. Ouais, c'est bizarre. Génial. C'est ce que je perçois, en fait. L'énergie, c'est l'énergie, en fait. C'est ça, exactement. On va partir du début, puisque tu as quand même plusieurs vies, ou en tout cas plusieurs étapes. Alors, ce que les auditeurs ne peuvent pas voir, c'est que tu m'as ramené une petite tirelire en forme de cochon, j'adore. Et je trouve ça super chouette parce que tu m'as dit tu pourras le donner à ta fille, tu m'as demandé si j'avais une fille. Et donc, je me dis que, et on va le voir avec justement ce que tu fais avec les enfants, tu as une grande conscience en termes d'éducation financière et en tout cas une volonté de transmettre. Et on va le voir au long de l'épisode. Petite, tu voulais faire quoi? Petite, je voulais être avocate. Ok, pourquoi? Parce que dans ta famille, c'était quoi un petit peu les métiers dans ta famille? Je suis énormément bavarde, en fait. Ça n'a rien à voir avec les métiers dans ma famille. Et à chaque fois que j'arrivais dans une pièce, en fait, forcément, je mettais de l'énergie. Parce que ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est quelque chose qui me suit depuis que je suis peut-être même née. Hein. Moi, je dis souvent, ils ont dû me jeter dans un chaudron de vitamine C. Donc, j'ai beaucoup d'énergie à revendre et j'adore ça, d'ailleurs. Je suis vraiment de plus en plus alignée avec cette énergie qui, avant, m'énervait un peu. Et souvent, on disait elle parle trop, elle parle beaucoup, elle va être avocate, cette petite. Ah, donc c'est ce qu'on pensait de toi ou on prévoyait pour toi. Et toi, tu l'as pris pour toi. Et voilà. Et donc, du coup, forcément, quand t'es petit, on te fait des ancrages, tu vois, on en parlera aussi. Et il y a des choses comme ça qui restent inconsciemment. Et moi, j'ai ce vrai souvenir, quand même, au collège, où j'écris sur cette feuille d'orientation, avec la conseillère d'orientation, avocate, attention, pas n'importe où, à New York. Ah Parce que pourquoi faire les choses petites quand on peut les faire en grand? Mais alors, attends, puisque tu m'as confié être d'origine perse, donc? Alors, en fait, le prénom est perse, mais par contre, moi, je suis d'origine turque. Mes parents sont arrivés, c'est des émigrés, ils sont arrivés dans les années 70. D'accord. Moi, je suis née à Blois, dans le Loir-et-Cher. Mais pourquoi tu rêves de New York? Je rêve de New York parce que j'ai grandi avec les séries américaines, donc un peu comme toutes les personnes qui sont nées dans les années 80. Et vraiment, je voyais Ali McBeal, je voyais ces tribunaux américains, et je me disais, waouh, c'est génial. Et j'avais envie, moi aussi, j'étais très marquée par, notamment dans Philadelphia, la plaidoirie, bien sûr, de... je ne sais plus le nom, mais cet acteur incroyable qui défend justement Tom Hanks. Bon, ça va nous revenir. Mais ok. Donc, pourquoi tu n'es pas avocat à New York? Alors, pourquoi je ne suis pas avocate à New York? En fait, je finis mes études... Denzel Washington, excuse-moi, mais il fallait que ça sorte. Très bel exemple de réussite, Denzel Washington. Ouais. Pourquoi New York et pourquoi avocate? En fait, donc je termine mes études, lycée classique dans le Loir-et-Cher, donc à Blois, d'où j'étais d'origine, où je suis née. Et j'arrive première année de droit, grosse claque. Parce que première année de droit, c'est là où on a toutes les bases. On apprend à faire des commentaires d'arrêt, mais en vois-tu, en voilà. En vois-tu, en voilà, oui, c'est bien ça l'expression. Et là, mais grosse claque, en fait, parce que je me dis, waouh, il y a du par cœur, il n'y a pas de par cœur, il y a le commentaire d'arrêt, il faut comprendre toute la structure. Et je me prends une énorme claque. Et j'adore ça. Parce que finalement, en fait, ça m'apporte vraiment une vraie structure, une vraie approche structurée, en fait, du cadre juridique, que j'adore et que j'apprécie aujourd'hui, et que j'utilise encore aujourd'hui dans mes métiers. Mais première année, ok. Deuxième année, droit constitutionnel, droit civil. Et puis je me dis, waouh, c'est ça le droit, c'est comme ça que je vais devenir avocate. Puis après, comment je vais faire pour aller à New York? Et deuxième année de droit, je perds mon père. D'accord.
Et Tu as quel âge? j'ai 22 ans. Donc Ok. je perds mon père, pilier quand même de la famille. Nous, on n'était que... donc moi, j'ai 2 frères, ma mère et mon frère. Donc là, choc. Je me retrouve en plus, moi, l'aînée. Donc du coup, devoir gérer tout l'aspect administratif et en plus devoir gérer ma maman, qui quand même se retrouve veuve à 44 ans. Mm. Elle travaillait, ta mère? Elle travaillait, oui, oui, oui. Et Non, là, parce que tu dis, je me retrouve à devoir gérer. à devoir gérer, parce qu'en fait, un peu comme toutes les personnes qui ont un peu géré toute la partie administrative, là, je me retrouve à gérer la partie administrative du décès de mon père. Mais j'ai fait pareil, tu sais. C'est bizarre. Un point commun, un peu plus âgé, mais à 29 ans, mais ok. Et est-ce que tu as eu ce sentiment où moi, tu vois, quand j'y repense, et encore aujourd'hui, en fait, un décès, c'est hyper administratif. Ouais. Tu te retrouves avec des papiers, avec des interlocuteurs. Moi, je me suis retrouvée face au banquier de mon père, avec qui j'allais parfois en rendez-vous, je le saluais, mais là, je me retrouvais à gérer quelque chose. Ça a été quand même une année où j'ai fait beaucoup d'administratifs autour de la gestion de patrimoine et de ce qui se passait, autour de l'employeur de mon père, parce que du coup, il fallait aussi avoir des entretiens avec l'après, etc. Et au bout d'un an, en fait, je me dis, mon rêve, c'est d'aller aux États-Unis, je vais aux États-Unis. Ok. Et puis, en fait, je pars. Je pars 2 ans aux États-Unis. Ok. Mais tu pars comme ça ou tu pars en cherchant un peu avant pour pas arriver les mains vides? Je pars avec l'expérience en fait de ma meilleure amie qui était déjà allée travailler en fait aux États-Unis et je me dis la solution facilité, elle a fait, je vais reproduire ce qu'elle a fait. Ok. Donc je prends attache avec les contacts qu'elle avait et je me retrouve donc en Floride. Miami, tu ne vas pas à New York. Miami et Orlando. Et voilà. Et en fait, j'arrête en 2e année. Je me retrouve avec cette expérience à l'étranger. Donc, je travaillais pour Guerlain. Et il n'y a plus toutes ces notions en fait de juridique, etc. Mais du coup, tu pars faire quoi? Tu fais quoi comme métier là-bas? Commercial chez Guerlain. D'accord. Et okay. là, c'est là où j'apprends toute la fibre commerciale à l'américaine. Ouais. Donc, meilleure école. Et en plus, avec cette touche de France, puisque Guerlain, c'est une très, très belle maison de parfumerie et de maquillage française. Et j'apprends, en fait, à connaître la France à travers Guerlain et avec une prise de hauteur, mais incroyable, parce que du coup, je suis aux États-Unis et en fait, je découvre toute l'identité française dans toutes ses subtilités et pourtant, je suis aux États-Unis. Donc, du coup, au travail, c'est à la mode française et tout le reste, c'est à la mode américaine. Tout ce que j'ai vu dans les séries, les fêtes, les rencontres, etc. Et tu restes combien de temps, du coup, aux States? Je reste 2 ans. Ok. Et pourquoi tu décides d'arrêter ou la mission s'arrête? C'est quoi? La mission s'arrête, le visa s'arrête et si tu veux pas être accompagné par un marshal, il vaut mieux quand même partir. Et si tu veux revenir, il vaut mieux quand même partir quand ton visa se termine. Okay. Et voilà. Et c'est là où je rentre et que je donne toutes ces couleurs un peu assurance banque à mon cursus. Parce que du coup, le tout, c'est pas de voyager. Bien sûr, ça forme la jeunesse, mais il fallait donner un sens à tout ça. Donc quand je rentre, je reprends des études et des études d'assurance. Ok. Et là, après, tu rentres chez Barclays où tu passes 20 ans en banque privée, c'est ça? Exactement. C'est bizarre parce que tu as un paradoxe en toi, mais j'ai le même. C'est-à-dire qu'on sent que tu as besoin d'être rassuré, structuré et très scolaire, et en même temps, tu as aussi besoin un peu d'aventure. J'adore. Ouais. Et du coup, j'imagine, mais c'est un petit peu à l'image de ce que tu fais ensuite, on sent que tu as besoin de te réinventer, ou en tout cas de réinventer les choses, en fait. Donc cette expérience de 20 ans chez Barclays, clairement, on va pas y passer des plombs parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais en tout cas, j'imagine que c'est ce qui t'a forgé dans la GP ou en tout cas dans l'accompagnement. Qu'est-ce qui pour toi a été le meilleur et qu'est-ce qui pour toi a été je retiens pas ça? Moi, j'ai adoré, je suis tombée amoureuse. Honnêtement, quand je suis arrivée, j'arrivais en plus, j'avais déjà une expérience dans le bancaire classique. J'arrive chez Barclays, je découvre cette maison, en plus avec ce côté anglo-saxon. Donc, je tombe amoureuse, j'ai des étoiles dans les yeux, j'ai des collègues, j'ai 2 mentors au sein de Barclays qui m'ont appris tous les codes. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai fait Blois, Miami. Blois, c'est à côté de Tours. C'est à côté de Tours, c'est entre Orléans et Tours. Je fais Blois, Miami et Miami, Paris. Ouais.
le choc. Ouais, c'est Je sûr. connais pas les codes C'est parisiens. sûr. Alors d'abord un choc culturel, mais là tu as un deuxième choc culturel parce que exactement la province. Parce que Blois, excuse-moi, c'est quand même la province. Non mais tu vois, C'est hyper la c'est province. hyper la province. Et je connais bien parce que j'ai de la famille à Tours et donc j'ai déjà été à Blois plusieurs fois et c'est vrai qu'on est sur un autre rythme presque. Ils vivent au ralenti. Ouais. C'est sûr que, voilà, et comme tu le disais tout à l'heure, moi j'aime beaucoup l'énergie, j'aime beaucoup bouger, j'aime l'aventure. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, après l'aventure américaine, je me voyais pas retourner à Blois. Donc je découvre Paris. Je suis nommée à l'agence de Neuilly quand je suis recrutée. Donc je découvre Neuilly. Ouais. C'est encore un autre monde. C'est encore un autre monde, ouais. Et encore un autre monde, bah, c'est une vraie clientèle patrimoniale. Et là, bah, en fait, j'apprends les codes parisiens, j'apprends les codes de Neuilly, j'apprends les codes de la gestion de patrimoine, j'apprends les codes de la gestion clientèle haut de gamme. J'apprends aussi les produits placements et les accompagnements qui sont en ligne avec ce type de clientèle. Et je m'éclate, en fait. Je m'éclate. Donc, qu'est-ce que je prends ? Je prends toute la formation, parce que c'est vraiment mon école de cœur. C'est là aussi où j'ai appris à manager aussi des équipes, puisque du coup, je suis passée effectivement de conseillère en gestion de patrimoine, banquier privé, à manager d'une petite structure et ensuite d'une plus grosse structure. J'ouvre même une agence de from scratch. Qu'est-ce que je prends pas ? Je prends pas peut-être certains aspects du management. Moi, je suis très management à l'américaine. J'aime beaucoup ce côté, on te fait confiance, vas-y, on te file un projet et va de l'avant. Et j'aime beaucoup cet aspect-là. J'aime beaucoup aussi le test and learn. Tu vois, ce côté que je retrouve justement dans la Startup Nation. Et au fur et à mesure, en fait, je retrouve plus ça. Je retrouve beaucoup de process, et même si j'adore les process et j'adore la conformité dans mon métier, c'est vraiment une partie que j'adore. Il n'y a pas beaucoup de CGP qui te le diront, ça. Ouais, c'est sûr. Mais par contre, je retrouve, oui, beaucoup trop d'encadrement autour du management qui est parfois un peu, selon moi, oppressant de manière verticale. C'est-à-dire top-down. C'est vraiment un stress, quoi. Donc ça, c'est quelque chose justement que je prends pas. C'est ce qui fait partir au bout de 20 ans ? Ouais, c'est ce qui me fait partir, oui. Ok. Et alors vraiment, la partie qui était vraiment aussi importante pour moi, parce que in fine, il ne faut pas oublier, oui, on fait notre métier, et notre métier, il est atypique parce que les gens nous font confiance et nous confient leur argent. Nous confient leur vie, leur argent, et souvent aussi la continuité de leur vie. Et à un moment, je ne me retrouvais pas en fait dans la qualité du service client que moi, j'avais l'habitude de connaître. Ok, donc tu pars et tu fais quoi après ? Je pars, je fais une belle césure pour justement essayer de comprendre et de me réaligner avec mes valeurs, essayer de comprendre ce que j'ai envie de faire. Est-ce que je repars sur du salariat ? Parce que du coup, jusque-là, j'avais connu que le salariat. Ou est-ce que je repars sur quelque chose qui est plutôt une aventure ? Et à ton avis, qu'est-ce que j'ai choisi ? Une aventure. Je n'ai pas choisi une aventure, j'en ai choisi, je pense, plusieurs. 3. Et voilà. Et c'est ce qui Donc fait tu fondes ton cabinet propre à toi ? Au départ, en fait, je pars sur une formule où je me dis « Oh, je connais pas ce domaine, etc. » Donc, je me rapproche d'anciens collègues et je suis tout d'abord mandataire au sein de leur cabinet. Puis, au fur et à mesure, en fait, je me rends compte que finalement, je suis capable de le faire toute seule. Non seulement je suis capable de le faire toute seule, mais j'ai d'autres activités qui sont justement la start-up d'éducation financière pour les enfants. Alors, on va en parler, justement. T'es maman, toi, j'imagine ? Je suis maman. Ok. Pourquoi cette idée ? C'est parti de d'où, à la base, ce truc ? Il a germé d'où ? Le vrai why, c'est ma maman. Mais comment l'idée est née, c'est mes enfants. Donc, pendant le Covid, tu te souviens de cette période ? Ouais. Moi, elle fait partie aussi des moments très structurants pour moi. Parce qu'on a été confinés, donc on était vraiment en télétravail pendant 2 mois. Donc mes enfants, ils ont assisté à mes entretiens patrimoniaux, ils ont assisté à mes entretiens managériaux, et en fait, j'en ai fait des 100%, c'est des mini-CGP en fait. Donc ils s'amusaient à faire de la gestion de patrimoine entre eux. Donc, quand t'entends ton enfant qui dit, ta fille qui dit à ton fils, mais en fait, Evan, ton horizon de placement, c'est quoi exactement ? Là, t'es waouh. T'es juste, voilà. J'étais estomaquée, je me suis dit, mais en fait, ils comprennent tout. Et donc, de là, je me dis, mais je vais essayer de tester des trucs. Donc, je teste des trucs avec eux, je vois qu'ils comprennent. En plus, je vais faire appel à leur mémoire, etc. Et c'est de là que l'idée est née, en fait, parce que je me suis dit, mais
On peut expliquer à des adultes de manière pédagogique, assez vulgarisée. La gestion de patrimoine, on peut en faire quelque chose d'assez simple. Alors pourquoi pas expliquer les bases de la finance, les bases de l'éducation financière dès le plus jeune âge, pour qu'à l'âge adulte, justement, il n'y ait plus toutes ces complexités, que la personne ne soit pas perdue face à son banquier, face à des problématiques patrimoniales, face à comment gérer son argent. Et ça part de là. Et en fait, en travaillant sur ma start-up, mon vrai why, c'est ma maman, en fait. Ma maman qui a été empêchée en fait de faire de la gestion de patrimoine parce qu'elle voulait absolument faire de l'immobilier. Et, pourquoi elle a été empêchée ? Mon père, il avait peur de faire un crédit parce qu'il avait peur de nous laisser des dettes. Ce qu'il ne savait pas à l'époque, que moi je ne savais pas non plus parce que j'étais trop jeune, c'est que tu as des assurances emprunteurs. Donc en cas de décès, il se passe quand même des choses de protection qui sont pas mal. Du coup, ça t'a énervé de voir ta mère bloquée comme ça, quoi. Alors oui, parce que je me disais... c'est une femme, elle ne peut pas prendre ses décisions et en plus, elle veut les prendre. Elle a cette possibilité et cette intelligence financière naturelle. Et c'est au décès de mon papa, en fait. C'est au décès de mon papa où elle prend toutes ses décisions financières. Elle s'émancipe complètement. Elle n'a plus aucun blocage. Et tu vois, aujourd'hui, elle a un patrimoine qu'elle a construit à partir de quelque chose qu'elle a reçu suite au décès de mon père. Et elle écoute personne. Alors moi, il ne faut pas que je m'en mêle parce que... T'es pas sa CGP. Je suis pas sa CGP. Pourquoi ? Parce qu'elle estime que j'ai une approche beaucoup trop prudente quand il s'agit d'elle. Elle me dit, je comprends pas, tes clients, tu leur fais toujours prendre du risque, tu arrives à gérer en fonction de leur profil. Moi, j'ai un profil hyper dynamique. Est-ce qu'elle a tort ou est-ce qu'elle a raison ? Mais c'est ma maman, je vais la protéger. Et donc, du coup, j'ai de l'émotion. Et c'est pour ça que c'est pas moi, sa CGP. C'est compliqué, j'imagine, d'être CGP de quelqu'un de très proche. C'est pas moi, ça. Puis déontologiquement, je trouvais que c'était mieux. Donc c'est quelqu'un d'autre qui gère. Je m'en occupe pas. Je regarde de loin. Bien sûr. Je donne quelques conseils. Mais le vrai why, c'était ma maman en fait. C'était pour que, à l'âge adulte, en fait, les petites filles, elles puissent être capables de dire non, j'ai pris ma décision. C'est moi qui décide de ce que je vais faire de mon argent, comment je veux créer mon patrimoine, comment je veux gérer mon budget, et surtout, être capable aussi de parler d'argent. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi, excuse-moi d'aller sur ce terrain-là, mais c'est important, de l'ordre aussi peut-être de tes origines et donc des habitudes aussi culturelles de ton papa, de gérer et de ne pas laisser ça à la femme ? Est-ce qu'il y a une petite révolution aussi de ce côté-là chez toi ou pas du tout ? Alors, moi, pour toi, c'était plus les caractères de ton père et de ta mère. C'est pas forcément lié à un côté un peu patriarcal, quoi. En fait, je pense que c'est pas culturel. Je pense vraiment que c'était un papa protecteur. Et dans l'hyper-contrôle aussi. Parce que je pense qu'il avait peur de pas réussir à comment on dit, provide, là, comme en anglais, réussir à subvenir aux besoins de ses enfants. Et ça, lui, il l'a vécu parce qu'il a perdu ses parents très jeunes. D'accord. Il a dû arrêter l'école pour travailler, etc. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose en lui qui faisait qu'il ne voulait pas reproduire ce schéma-là. Je comprends. Donc, au-delà du culturel, je pense que vraiment, on était sur quelque chose de viscéral, sa quoi. personne. Voilà. Ouais, ok. Parlons maintenant justement de cette fameuse plateforme, enfin cette application éducative donc tu la lances quand là pour les enfants, cette application ? Alors elle va arriver au T1 2025. Ok. Ah, elle n'est pas encore lancée, donc là on est dans les starting blocks, quoi. On est dans les starting blocks, on fait les bêta tests, on fait des sprints, du coup après c'est de la tech, hein, donc forcément il y a une équipe de développeurs derrière. Et les projets tech, pour ceux qui ont l'habitude, il y a du retard, souvent des retards. À mon grand dame, moi qui aime bien que les choses aillent vite. Le concept, j'imagine, de façon ludique, c'est de laisser les enfants commencer à mettre un peu comme dans une tirelire quelque chose, mais virtuellement, là. Donc, c'est ça ? Non. Non ? Alors, explique-moi. Le concept, c'est donner les bases financières, en fait, dès le plus jeune âge. Donc là, sur l'application, on est plutôt sur du 8-15 ans, okay. Et de manière ludique et engageante. Donc on va être plutôt sur des modules où il va y avoir en fait une explication d'une notion, hein, typiquement si on part sur l'épargne ou si on part sur le budget, ou alors c'est quoi une banque, ou c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi les dangers de la crypto-monnaie. Donc c'est des contenus pédagogiques, quoi. Contenu pédagogique,
un exercice pour tout de suite mettre en application, parce que si tu ne mets pas en application, en fait, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, surtout sur des enfants aujourd'hui qui sont hyper connectés, hyper sollicités, quoi. Ouais. Et un quiz final qui est hyper ludique, en fait, avec vraiment des animations, etc., pour que ça te donne envie de quand même continuer, parce que c'est un sujet qui, par essence, intéresse les enfants, parce qu'ils sont intéressés par l'argent en tant que tel. Par contre, l'éducation, ça va tout de suite être un peu plus rébarbatif. Un frein. Ok. Mais du coup, c'est quoi ton axe de com, quoi, ton plan média? Enfin, je veux dire, tu passes par qui comment tu te fais connaître auprès des enfants? Alors, en général, et jusqu'à présent, parce que j'ai déjà fait des formations, c'était en visio. Et donc, c'était souvent les enfants de mes clients. Ah, ok. Donc, voilà. Okay. Les enfants des copines, etc. Donc, très, très sympa. Il y a des personnes aussi qui m'ont connue parce que du coup, je suis sur les réseaux avec cet axe-là de l'éducation financière. Et après, l'objectif, c'est d'approcher les écoles pour pouvoir compléter... c'est ce que j'imaginais, justement. Comment on fait de l'éducation... sexuelle ou de l'éducation, enfin en tout cas de la sensibilisation au harcèlement, quoi, enfin des trucs comme ça, quoi. Voilà, une activité en plus en fait qui permettrait justement d'aller développer cette appétence en utilisant, parce que tu sais, le gouvernement a mis en place à partir de la 4e en fait EducFi, et c'est vrai qu'avec EducFi, en complément, ça permettrait d'aller plus loin en fait. Ok. Intéressant. Et puis, tu as bien sûr ton aspect coach, quoi, en quelque sorte. Donc, tu as plusieurs cordes à ton axe. C'est quoi la répartition un petit peu en termes de métier? Comment tu fais pour être l'un, l'autre? Est-ce que tu es les 3-4 tous les jours? Est-ce que comment tu planifies tout ça? Tu hiérarchises? Alors, si je m'écoute, ça serait les 3-4 tous les jours. Et franchement, au bout d'un moment, c'est vrai que compliqué, quoi. C'est fatigant. Je fais du breathwork et un peu de marche pour évacuer tout ça. C'est quoi du breathwork? Je reviens là-dessus, là. C'est une activité, en fait, qui t'apprend à respirer, mais à respirer correctement. Ah, breath, bien sûr. Ouais. J'avais pas dit... excuse-moi. J'ai mal prononcé. Non, c'est moi. J'étais sur, je sais pas pourquoi, un sport, quoi, tu vois. Mais c'est un sport. C'est un sport, puisque du coup, attention, respirer, on le fait de manière innée, mais honnêtement, je le conseille à tout le monde, parce que ça permet vraiment de ressortir avec une vraie prise de conscience de comment on respire. Et tu vois, au quotidien, pour moi qui suis hyper active, c'est quelque chose qui me permet vraiment de me réancrer dans justement la capacité à manager plusieurs activités. Mais tu sais que vous êtes nombreux en tant que CGP à avoir ce genre de problème, si je peux appeler ça comme ça, c'est-à-dire cette volonté de vous êtes chef d'entreprise, vous êtes CGP, vous êtes coach, vous êtes psy, vous lancez à côté des plateformes, des applications, tout ça. Alors, tu vas me dire, dans tous les métiers, on fait plein de choses, mais pour vraiment, là, maintenant, travailler avec vous depuis 2 ans, je me rends compte quand même qu'il y a vraiment une notion aussi de pouvoir se démarquer, parce que quand on a une boîte, on se démarque par des produits. Tu vois. Donc, à la rigueur, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de com, et il y a beaucoup, je sais pas, de travail de R&D au niveau du produit, de ses fonctionnalités, de tech. Mais quand on est CGP, on n'a pas de produit. Enfin, le produit, c'est vous, quoi. Et donc, en fait, qu'est-ce qui fait que c'est vous? Et c'est marrant, on en parlait en off, où tu me disais que tu avais réfléchi sur est-ce que je m'habille moi, ou est-ce que je fais plus tel ou tel effort. Le produit, c'est vous. Et du coup, c'est ça, c'est comment est-ce que vous arrivez à rester vous, sans vouloir essayer de trop forcer le trait ou pas assez. Est-ce que en tant que coach, tu te coaches aussi, tu t'auto-coaches? Est-ce que tu te poses beaucoup de questions sur quelle est l'image que je dois renvoyer? Est-ce que ça fait sérieux? Est-ce que ça fait pas trop... Enfin, c'est quoi un petit peu ton approche là-dessus? Ouais, j'adore cette partie-là de ton podcast et c'est celle qui m'a vraiment, vraiment plu. Et d'ailleurs, quand j'ai écouté les autres interviews, je m'auto-coache pas. Même si je m'auto-coach, mais je m'auto-coache pas parce que moi, je crois vraiment dans le développement personnel et je pense que sur certains aspects, le coach te fait gagner 2, 3, 4 ans. Donc non, par contre, j'ai plusieurs coachs. Tu vois, sur le breathwork, j'ai vraiment un interlocuteur avec qui j'échange beaucoup. Je fais des workshops, parfois avec des personnes qui viennent des États-Unis. Non, je m'auto-coache pas. Par contre, comment je fais pour être moi et comment je suis devenue moi? Je suis devenue moi en devenant entrepreneur. Parce qu'auparavant, j'endossais ce costume de CGP. Et ça, je l'ai fait pendant justement les 20 ans chez Barclays, parce que c'est comme ça que je pensais
Au tout début, c'était ma zone de contrôle, ma zone de confort, en fait. C'était le costume du banquier privé. Le costume du banquier privé avec tous les accessoires qui vont avec, etc. etc. Ouais. Et finalement, les clients, c'est pas ce qu'ils recherchent. Alors, c'est sûr que si tu viens en survêt, casquette, basket... Oui, il y a des codes, il y a un minimum. Il vaut mieux avoir comme client peut-être des joueurs sportifs. De foot, ouais. ou alors effectivement des sportifs et être 100% sur cette clientèle-là. Même si potentiellement il n'y a pas de problématique avec le jogging basket, mais à un moment, il y a quand même les codes du banquier. Et ça, tu vois, et ça, il faut vraiment en être conscient, parce que derrière, comme tu le disais, les gens nous confient leur argent. Et par ancrage, il y a quand même une image du banquier. Donc, il faut quand même renvoyer, en tout cas au début, cette image qui correspond aux différents codes. Et c'est ce qui fait toute la différence, c'est cette intuitu personae. Si tu arrives à être toi-même et à mixer avec les codes de la profession, et ce que permet l'entrepreneuriat, puisque du coup, tu n'as pas forcément le dress code de l'entreprise qui t'est imposé, ça change tout. C'est-à-dire que tu peux avoir une robe habillée et avoir des petites baskets très design, de designer ou alors de créateur, etc. Et on ne te fera pas fi de tes baskets. Ce que tu veux dire, c'est que la profession souffre, en quelque sorte, d'une certaine façon d'être jugée, parce que quand on parle d'argent, on ne peut pas être barré, quoi. En fait, c'est ça que tu veux dire. On ne peut pas être artiste. Et pourtant, moi, je suis vraiment l'exception, parce que je suis les deux, tu vois. Est-ce que tu ne crois pas que c'est juste culturel ? Est-ce que tu ne crois pas que c'est juste le problème en France ou en Europe ? Non, moi, je pense vraiment que l'argent, c'est un sujet sérieux. Et je pense que tu touches au fort intérieur des personnes. Donc, du coup, ils ont besoin d'avoir ce cocon rassurant. Et ce cocon rassurant va passer par... tu sais, on dit souvent, tu n'as pas 2 occasions de faire une bonne impression, etc. En 3 secondes, la personne, elle va pouvoir savoir si elle peut te faire confiance ou pas. Et malheureusement... Oui, en fait, l'habit va faire le moine dans ce cas de figure. Après, on peut se relâcher, effectivement, tomber la cravate, tomber la veste, ouvrir le bouton de la chemise. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont en plus arrivées avec l'ère des startups. Aujourd'hui, il y a beaucoup de banquiers privés qui mettent plus de cravate. Oui, puis aussi la diversification des allocations. Si tu es CGP spécialisé dans l'art, et j'en ai reçu, je pense à Vincent Wins, je pense qu'au contraire, il y a moyen de vraiment avoir une identité beaucoup plus forte, incarnée. Si tu es spécialisé dans les cryptos, Friday Wear, c'est tous les jours, tu vois. Si tu es spécialisé dans le private equity, je pense que c'est pas choquant non plus que tu puisses avoir ton style à toi, businessman, sportif. Moi, je lis ça plus pour moi, cette génération de nos parents qui avaient confiance dans les banques après-guerre, nous, on fait partie de la deuxième génération qui s'est un peu affranchie de ces codes et qui se dit, il n'y a pas que les banques, il y a surtout une personne qui va m'accompagner et pas juste me vendre des produits. Moi, j'ai le sentiment que cette première génération, elle a donné une génération de CGP qui sont col-cravate ou en tout cas très classiques, rassurants, mais classiques. Si on va sur des thématiques comme l'assurance vie, comme l'IMO, et ça s'arrête là, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, quoi. Je suis d'accord avec toi, parce que tu vois, là, pendant que tu me parlais, il y a des gens à qui... T'as pensé. À qui j'ai pensé. Exactement. Mais bien sûr. Et à qui, justement, trop de costumes du banquier privé peut faire peur. Parce que souvent aussi, dans la tête des gens, il y a gestion de patrimoine, c'est pas pour moi. L'argent ou placer mon argent, c'est pas pour moi. Et donc, quand tu arrives en plus avec un effet miroir ou potentiellement... la gestion de patrimoine, c'est pour tout le monde, en fait. À partir d'1 euro, on peut commencer à créer un patrimoine. Je vulgarise beaucoup, mais c'est une réalité. 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, au bout d'un moment, on va pouvoir être capable de faire des choses intéressantes. Si tu arrives trop guindé, ça peut aussi faire peur à une certaine catégorie de personnes, on est d'accord. Parce que ça fait élitiste, quoi. Exactement. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Et on peut ouvrir effectivement les chakras et dire qu'on peut être soi-même sans forcément être tiré à 4 épingles, comme une danseuse classique à chaque rendez-vous. Après, en tant que femme, j'aime bien quand même être coquette aussi. Mais voilà, moi, c'est souvent, ma touche, c'est souvent soit les accessoires, soit souvent les baskets. C'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser à moi avant, quand j'étais pas mariée, quoi, tu vois, où je me disais, le premier rendez-vous, c'est pas là où je balance tout, quoi.
Tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. Par contre, au bout de 3-4, là, je balançais un peu plus, tu vois. Mais c'est marrant, tu as un peu cette approche-là où tu te dis, est-ce que tu es plutôt justement dans l'approche de je vais me faire toute petite au premier rendez-vous, je vais plutôt apprendre à connaître l'autre, mon client, une famille, un entrepreneur, et du coup, après, je vais lui montrer vraiment ma personnalité, mais une fois que j'aurai glané les infos nécessaires. Ce fameux rendez-vous découverte, quoi. Alors, oui et non. Parce Ouais. que si tu veux, moi, je ne suis pas forcément dans de la stratégie. Moi, j'adore les gens. C'est pour ça, d'ailleurs, que je fais ce métier. J'adore vraiment l'échange qui se passe dans un rendez-vous. Et je reste vraiment alignée avec qui je suis. Tu vois, par exemple, moi, j'aime bien faire des fois des petites blagounettes, etc. pour aussi parfois détendre l'atmosphère. Enfin, en icebreaker, j'aime vraiment faire une blague. Et ce qu'il faut... c'est plutôt à un moment, en fait, tu sais que tu vas pouvoir être un peu plus décontracté. Authentique, quoi. Tu Oui. vas pouvoir Je comprends. voilà, relâcher la pression et pas être dans l'hyper-contrôle. Tu peux être dans le contrôle, mais par contre, voilà, l'hyper-contrôle, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Et ça, à un moment, c'est vrai que dans l'entretien, tu vois que voilà, ça peut être cool, quoi. Alors, revenons sur maintenant cet aspect de coach que tu as. Est-ce que c'est un vrai métier ou est-ce que tu dis juste que tu es coach parce que tu conseilles des gens? Est-ce que tu as fait une formation? Est-ce que tous les CGP ne sont pas des coachs, quoi? Alors, tu m'as démasqué. Ouais. Je dis coach, j'ai pas fait de formation. Non, mais je sens qu'il y a ce côté chez toi. Ce côté... mais qui va vachement avec ton côté maman, j'ai envie de te dire. Parce qu'un coach, c'est une maman et un papa, quelque part. Ouais, alors en fait, c'est plutôt l'aspect... Moi, j'ai toujours eu cette phrase magique que me disaient mes clients, tu vois, quand j'étais en banque, c'est « Madame Ninet, quand on sort du rendez-vous avec vous, on a tout compris ». Et ça, c'était une phrase qui était anodine pour moi, parce que je me disais, mais pourquoi les autres, ils expliquent mal, ou qu'est-ce que c'est le truc? Et finalement, on se rend compte que, tu sais, c'est comme un chirurgien. Hein. Tu peux dire trachéotomie, clé de... ou alors même, tu prends une autre profession, clé de 6, clé de 27, je sais pas quoi. Là, tu peux rendre très compliqué la gestion de patrimoine, ou alors le financier, en disant allocation d'actifs, etc., etc., tu perds tout le monde. Ou alors, tu peux leur dire, voilà comment on va placer votre argent, voilà comment il va être réparti, etc. Enfin, là, tu es quand même sur une typologie d'investisseurs qui sont pas très érudits au fait. Là, tu es sur des bons pères de famille, des particuliers. Mais si tu parles à des chefs d'entreprise, du B2B, tu as quand même des gens qui commencent à être un peu plus... qui savent un petit peu plus de quoi ils parlent, non ? On est d'accord, mais tu vois, chez Barclays, moi j'avais une clientèle haut de gamme, mais j'avais aussi des personnes qui géraient pas leur argent, qui avaient toujours délégué, des personnes qui étaient jeunes, etc. Donc partir en se disant qui avaient hérité, c'est ça que tu veux dire? Hérité ou pas, ou alors qui avaient des très bonnes situations professionnelles, qui étaient cadres, etc. Et partir d'un rendez-vous avec un banquier où tu te dis j'ai tout compris, c'était pas une épreuve, on m'a pas pris de haut. C'est quand même assez confort parce que... Alors là où je te rejoins, c'est que, bon, tu connais peut-être pas mon parcours, mais j'ai eu justement cette double vie, la vie où je savais rien et j'ai tout appris, et la vie où maintenant je sais et je continue d'apprendre d'ailleurs, et où je me suis retrouvée face à 2-3 banquiers qui m'expliquaient des choses et en fait je ne comprenais rien. Et il me faisait signer des papiers et du coup je me disais, bon, elle me dit qu'il faut que mon fonds arrive à échéance, tout ça machin, et c'était très compliqué. Donc je te comprends. Pourtant, je n'étais pas neuneux, tu vois. Et c'est ça. Et tu vois, la phrase, moi, que je n'ai jamais compris, et que parfois, en fait, même mes amis me disent, oui, mais le banquier m'a dit, c'est comme ça. Je dis, c'est comme ça. À quel moment, en fait, on peut dire à quelqu'un qui confie l'argent à quelqu'un, c'est comme ça. Il faut avoir une pédagogie. Et donc, moi, cette partie coach financier, c'est vraiment cette partie aussi pédagogie. Tu vois, au-delà de la gestion de patrimoine, j'accompagne parfois aussi les gens à un peu rationaliser leur budget, réorganiser leur budget, faire une lecture. Enfin, j'ai accompagné une personne qui avait carrément peur de regarder ses comptes. Attends, j'ai dit, si tu regardes pas, c'est comme si tu traversais, en fait. Hein. Allez au Petit Bonheur la Chance, je regarde ni le feu, je regarde ni à gauche ni à droite, je me lance. Là, si tu regardes pas ton relevé, tu sais pas ce qui se passe. Donc, c'est un boulevard pour ne jamais réussir à mettre en place une stratégie. Et donc, déjà, on a passé le cap de la peur d'assumer et de regarder. Deuxièmement, il fallait auditer. Regardez, il y avait des doublons. En fait, tous les fournisseurs de streaming étaient présents sur son relevé. Donc, j'ai dit, bon, là, c'est bien, c'est pas mal. Hein. J'ai dit, t'as tout.
Donc j'ai dit, c'est un métier, c'est comment ça se passe. De temps en temps, t'invites les amis et vous regardez tout ce qu'il y a à disposition. J'ai dit donc déjà, 9 plus 9 plus 9 plus 15 plus 7 ça plus s'accumule, 20. ça fait un sacré bout de chiffre. Hein. Elle me dit, oh mais t'as raison. Et donc, tu vois, en fait, déjà, ce travail-là, c'est... Moi, je pars du principe c'est un travail que... de conscience, quoi. T'éveilles une conscience, quoi. Et donc, sans être forcément coach diplômé, tu vois, reconnu par mais la profession. j'ai l'impression quand même, j'ai l'idée que ça va avec ton caractère. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que cet accompagnement presque un peu... Excuse-moi, c'est ce que je ressens, peut-être que je me trompe, ou j'ai la prétention de croire que c'est avec moi. Il y a un côté presque un peu amical chez toi, convivial, tu vois. Très aimant, très aidant, très accompagnant. Vous n'avez pas tous le même profil. Et encore une fois, je pense que ça revient beaucoup de ce que tu as vécu, de ce traumatisme. Hein, et je le comprends ô combien, d'avoir envie justement de faire monter les gens en compétences parce que tu as vu ta mère justement livrée à sa solitude et pourtant elle s'en est bien sortie apparemment. Elle s'en est très bien sortie, c'est je marrant. peux te le dire. Et donc du coup, ça t'apporte aussi, j'ai l'impression. Oui, j'ai ce driver-là effectivement de donner, d'apporter, d'accompagner, monter en puissance et en compétences. C'est pour ça d'ailleurs que j'enseigne la stratégie patrimoniale en école de commerce, parce que je veux pas faire des mini Julie D, mais j'ai un vrai respect, un vrai amour de cette profession. Et cette profession, elle peut être faite de manière éthique, de manière fun, elle peut être de manière professionnelle, tout en accompagnant les clients. Et moi, j'aimerais vraiment avoir, tu vois, des générations de banquiers privés, futurs banquiers, futurs conseillers en gestion de patrimoine, avec cette éthique, l'amour du client, cette volonté d'avoir les objectifs du client à cœur, parce que l'arsenal patrimonial, et je dis bien l'arsenal patrimonial, il est tel que, il y a pléthore de choix. Donc, on peut accompagner une personne et en même temps bien gagner sa vie, sans avoir justement à coller n'importe quel produit parce que ça fait partie d'une stratégie commerciale. Non mais au secours. Et là, tu parles des banques. Là. Je parle des banques. Ouais. Il nous reste 7-8 minutes pour terminer cet échange. C'est quoi la suite? Comment est-ce que tu vois les 10 années qui arrivent? Tu as un stade maintenant mature, je ne parle pas forcément de ton âge, mais en tout cas de ton stade professionnel. J'ai fait un petit calcul, hein. On n'est pas loin. Mais du coup, je me dis, toi qui fais plein de choses, est-ce que tu as encore des rêves? Est-ce que tu as encore des objectifs? Est-ce qu'il y a encore des cases où tu vois qu'il y a encore plein de choses à rentrer? Génial, j'adore. Tes rêves, oui. Alors, non seulement j'ai des rêves, mais en plus, tu sais, il y a idée dans mon prénom. Hein. Donc, du coup, ils ont eu la bonne idée de mettre ça là. Donc, des idées, j'en ai plein. Oui. Il y a beaucoup, en fait, de choses à faire. Tu vois, typiquement, là, je réfléchissais. Alors, j'ai pas envie de rajouter encore une corde à mon arc, mais je réfléchissais à une formule où je le fais auprès de certaines startups de la station F, accompagner les entrepreneurs. Tu vois, sur justement débloquer le mindset par rapport à la levée de fonds. Moi, j'avais une participante justement d'un incubateur qui disait mais ces levées de fonds, elles ne sont pas pour des gens comme moi. Et je lui dis, comment ça, pas des gens comme toi? Et donc, elle était porteuse d'un handicap. Elle était issue en fait d'une minorité. Et en plus, c'était une femme et elle considérait qu'elle était âgée. Donc, je lui ai donné l'exemple d'Elisabeth Moreno. Je lui ai dit, écoute, je pense qu'elle ne s'est pas posé la question quand on est venu frapper à sa porte pour lui dire, tu veux être DG de telle boîte, est-ce que tu veux être ministre quand même. Et donc, les pensées limitantes, elles sont souvent ce qu'on en fait. Donc, et lever les mindsets bloquants de l'approche par rapport à l'argent, en fait, le money mindset, c'est un des axes sur lequel j'aimerais vraiment travailler. Donc en fait, c'est un peu des critères RSE, là. Tu es dans éviter tout ce qui est discrimination, mais discrimination qu'on s'auto-porte, hein, et être un peu plus inclusif dans qui peut tout faire. Mais moi, je vois un truc qui pourra toujours, malgré tout, être discriminatoire. Au-delà de qui t'es, ce que t'es, handicapé, gros, moche, laid, grand, petit, femme, homme, voilà, c'est ta capacité d'investissement. Tu vois? Ça, c'est un pur
critère discriminatoire. Tu n'auras jamais la même capacité qu'un mec qui peut mettre 100 000 euros dès le départ. Alors, tu pars pas... En fait, si tu veux, on l'a dit tout à l'heure, c'est un marathon. Donc, il y a plusieurs coureurs dans un marathon. Il va y avoir les têtes d'affiche, là, ils partent avec un avantage sûr. Hein. C'est sûr que si moi, je commence à le courir, je suis même pas sûre d'arriver, déjà. C'est un peu plus, Alors, donc, on part pas avec les... Mais c'est pas pour ça qu'il y a des gens où, justement, on les attendait pas à la fin d'un marathon, et ils l'ont... Enfin, il y a même des gens... Moi, j'avais lu... parce que moi, j'aime beaucoup ça, le run, etc. J'avais lu même une personne qui avait été blessée avant le marathon de New York et qui avait fait une prépa mentale, qui avait couru le marathon dans sa tête, qui, le jour du marathon, l'a couru. Hein. Donc, en fait, rien n'est impossible. Et ça, c'est vraiment mon message. Et c'est pour ça que moi, je pars vraiment de l'éducation financière pour les petits, toutes ces bases, parce qu'il faut ouvrir le champ des possibles et rien n'est impossible. Rien, franchement. Hein. Et je peux t'assurer que j'en ai vu des personnes qui, partaient de très petites sommes et qui ont vu la différence de placer ces petites sommes sur des livrets où ça ne va rien rapporter versus d'autres possibilités. Et il y a plusieurs interlocuteurs, il y a plusieurs possibilités. Alors c'est sûr, ils vont peut-être pas pouvoir atterrir en gestion de fortune. Par contre, ils peuvent atterrir sur un banquier qui va être capable de les accompagner parce qu'ils vont être capables d'exprimer ce qu'ils veulent parce qu'ils ont eu les bases de cette éducation financière. On ne part pas tous avec les mêmes chances. Par contre, on a tous les chances d'y arriver si on s'en donne les moyens. À une échelle qui n'est pas forcément la même, on est d'accord. Mais après, est-ce que devenir millionnaire, milliardaire, c'est le vrai objectif? Oui, c'est pas forcément une fin en soi, quoi. Merci en tout cas pour cet entretien, Julie D. Si on veut te contacter, on va sur LinkedIn. Vous avez un site, j'imagine aussi. Évidemment, JLDN, ce sont tes initiales. Tout à fait. Alors, Instagram, pour la partie éducation financière, il y a vraiment pléthore de choix et de contenu justement pour comment je gère mon argent de poche, comment je donne l'argent de poche à mes enfants. Monekeys. Avec 2 i. Avec 2 i. Et pour la petite histoire, keys, dans une certaine langue qui est le turc, ça veut dire fille. La boucle est bouclée. Il y a un petit jeu de mots. Voilà. Et pour la partie, sur la partie B2B, etc., ou alors si vous avez effectivement besoin d'être accompagné, plutôt LinkedIn. Vraiment, en plus, je fais des posts réguliers sur tout type de sujet, hein, vraiment, que ce soit le money mindset, le mindset d'entrepreneur. Moi, j'ai adoré cette aventure entrepreneuriale et je l'adore. Dans 10 ans, je me vois continuer l'aventure et les étoiles plein les yeux, en fait. C'est ce qui me caractérise. C'est une jolie fin. Julie D. Ninek, merci en tout cas d'avoir été avec moi aujourd'hui dans Passion Pâtes. Avec plaisir, merci pour l'invitation, c'était un honneur. C'était un plaisir pour moi de t'avoir. Si vous avez aimé l'épisode de Julie D, likez-le, partagez-le, abonnez-vous bien sûr à Passion Pâtes. J'espère que vous avez aimé cet épisode et je vous souhaite une belle semaine. Ciao.